Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Invisible Bordeaux Music. Je suis Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, et vous entendez derrière moi l'artiste Many Jab lors de sa récente release party organisée au Pulp à Bordeaux pour marquer la sortie de sa toute nouvelle collection, Pas la fin du monde. En sa compagnie, nous allons tout savoir sur cette EP, les secrets de la pochette, les coulisses de quelques titres, comment il a réussi à faire danser des followers dans le monde entier sur son titre Cinétique, pourquoi sa chanson sur le foot n'est pas vraiment une chanson sur le foot, les raisons pour lesquelles il est musicien et non ingénieur dans un open space, ce que cela fait de péter les plombs devant des inconnus sur la ligne 1 du métro parisien, comment une rencontre lors d'un tremplin a donné naissance à une de ses plus belles collaborations, combien c'est difficile d'être à la fois artiste et community manager, et il partage également quelques précieux conseils de lavage qui sentent le vécu. Tout cela est donc à suivre, mais d'abord, en quelques mots, qui est Many Jab ? Moi, je m'appelle Many Jab, donc je suis un rappeur et chanteur, je précise qu'il y a les deux, de Bordeaux. Et donc mon truc à moi, c'est avant tout d'écrire des chansons, d'écrire des textes et de raconter des histoires, de passer des messages à travers ma musique. Ton activité principale, c'est la sortie de l'EP, où avec 8 titres, on peut presque parler de mini-album, Ouais. Pas la fin du monde. Comment définir cette nouvelle sortie et quelles évolutions depuis l'EP précédent, à savoir Merci pour les roses? Alors oui, c'est vrai qu'en ce début d'année, ma grosse actualité, c'est la sortie de ce nouvel EP et Pas la fin du monde. C'est vrai que c'est un EP assez long, puisqu'il y a 7 titres et demi, vu qu'il y a un titre qui est juste un interlude. Mais j'ai toujours tendance à faire ça, à partir sur 5 titres, puis 6, puis en fait, il y en a un dernier en cours de route que j'écris et qui a bien sa place dans le projet, donc bah, je le mets. C'est le contraire du shrinkflation, tout devient plus petit, ça, c'est toujours plus grand. Exactement. Et donc la grosse différence avec le premier EP, c'est qu'en fait le premier EP, c'était mon premier EP de ma toute jeune carrière. Et donc dans cet EP là, je racontais vraiment mon changement de vie, mon lancement dans la musique, toutes les questions que je me posais par rapport aux choix que j'étais en train de réaliser. Donc il parlait davantage de moi et de ce qui se passait dans ma vie à cet instant T. Ce nouvel EP, Pas la fin du monde, il parle beaucoup plus, comme son nom l'indique, du monde, de tout ce qui se passe en ce moment, de tout ce qui m'entoure. Et donc, je vais aborder dedans des sujets comme l'environnement, l'écologie, de manière générale, le monde qui part en vrille dans plein d'endroits du monde. Il y a des morceaux qui sont quand même assez politiques aussi, assez engagés. Et de manière générale, cet EP, il est vraiment engagé pour que tous ensemble, on lutte pour un monde meilleur, un monde dans lequel on a envie de vivre demain et après-demain. Tu continues à voir la vie en rose. Je continue à voir la vie en rose, exactement, puisque de manière générale, je suis quand même de nature optimiste. Et donc, j'essaie, face à ce constat assez terrible d'un monde qui vraiment donne pas envie et fait peur, j'essaie de transmettre mon optimisme à travers les chansons, à travers des notes d'humour, aussi à travers une chanson d'amour qui est dans l'EP, puisque pour moi, l'amour, c'est bien une des bonnes raisons de croire en un monde meilleur et de se battre contre tout ce qui fait que le monde devient de plus en plus noir aujourd'hui. Et le tout accompagné d'une pochette tout en couleur, je pense, une pochette volontairement chargée. Un tout petit peu. Alors, je pense que tu décrivais c'est comme un monde utopique avec il y a beaucoup de détails, quelques délires aussi. C'est en tout cas une chouette réalisation signée Edouard Briefing et Glus, c'est bien cela? C'est ça, ouais. Edouard Brenning, c'est le photographe avec qui j'ai pas mal travaillé sur ce projet-là, qui est aussi réalisateur du clip du morceau Cinétique. Et Glus, c'est l'artiste 3D qui a réalisé tout le monde imaginaire dans lequel Edouard m'a incrusté. Et donc voilà, ce sont vraiment ces deux personnes qui ont collaboré pour créer la cover de cette EP et qui en effet est très chargé, très très kitsch, mais en fait moi c'est comme ça que j'aime les choses. Ce que je voulais pour cette couverture d'EP, c'était avant tout quelque chose qui me parle, qui me représente, et donc je me dis tant pis si c'est un peu what the un peu original, ça ressemble pas à grand chose qui est à la mode et ça ressemble pas à grand chose qui n'est plus à la mode non plus, c'est juste une image en tout cas qui moi me parle beaucoup, me plaît beaucoup, et j'avais vraiment cette envie de représenter mon monde imaginaire et une sorte d'univers un peu utopique dans lequel j'avais envie d'emmener le temps d'un album, le temps d'un EP, les auditeurs. Mais j'ai lu quelque part que quelques idées que tu t'avais suggérées dans l'esprit d'Henri Rousseau sont passées à la trappe par contre.
Oui, parce que on peut voir que la pochette est assez chargée, mais si ça ne tenait qu'à moi, et si j'écoutais pas les conseils d'Edouard et de Glus, elle serait encore plus chargée, parce que bon, moi, tant qu'il y a de la place, j'ai aucun souci à rajouter des éléments. Effectivement, je me suis dit, pourquoi pas là dans le fond, un peu caché sous l'arbre, rajouter l'arrière d'un tigre qui serait en train de s'en aller. Et j'avais aussi à la base rajouté des poissons dans l'eau, et puis on les a enlevés parce qu'il y avait peut-être assez d'éléments comme ça. Vivement le troisième épi alors. Exactement. Bon, je pense qu'il y aura de moins en moins de limites et de moins en moins de filtres. Ce que j'aime bien quand même, c'est dans un univers musical où tout est de plus en plus standardisé et on a tendance à essayer de rentrer dans ce qui est à la mode, dans ce qui est tendance, c'est de me dire que dans tous les cas, je réussirai jamais à courir assez vite pour rattraper toutes les tendances. Donc prendre mon chemin à moi, faire ce qui me plaît. Tant mieux si ça plaît à certains, tant pis si ça plaît moins à d'autres, mais au moins je sais que c'est une couverture qui me correspond à 100% et qui ressemble pas à d'autres couvertures que j'ai déjà vues. C'est très bien ainsi. Et qui est faite sans IA, je tiens à le préciser, puisque tout l'univers 3D est fait par un artiste 3D, donc qui a passé des heures et des heures à travailler sur Blender, à créer les éléments, les méduses, les végétaux, etc., les textures. Donc c'est un vrai travail qui a été fait derrière. Sans intelligence artificielle, ça marche aussi, et c'est encore plus humain et personnel, je trouve. Alors, plusieurs titres qui figurent sur Pas la fin du monde circulent déjà depuis quelques temps. Donc, on peut peut-être revenir sur quelques-uns de ces morceaux. Ouais. D'abord, Cinétique, où tu nous encourages à danser comme si personne ne regarde, accompagné d'un super clip d'ailleurs, où ça danse pas mal. Ouais, ce morceau, c'est un des premiers singles qui figurera sur l'EP que j'ai sorti. C'est vraiment un morceau où je voulais juste commencer par inciter les auditeurs à lâcher prise. Je voulais que ce soit un morceau feel good, juste un morceau qui fait du bien, qui nous accompagne dans les moments où on n'a pas confiance en nous, dans les moments où on se sent moins bien, où on se compare aux autres. Et donc c'est vraiment ça, le message, c'est danse comme si personne ne te regardait. Et c'est surtout ne crois pas que les autres, eux, ont plus confiance en eux que tu n'as confiance en toi. On est tous pareils, tous dans le même bateau, à se sentir un peu moins bien, à se sentir imposteur, etc. Et que, en fait, si on réussit à se détacher du regard des autres, on vit plus heureux et surtout, aux yeux des autres, on a l'air d'être quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui a confiance, alors qu'en fait, juste, on n'a pas plus confiance, mais on essaie de plus s'attacher au regard des autres. Et derrière, t'as fait danser des personnes dans le monde entier sur ce morceau. Ouais, au début, en fait, je m'étais dit que pour la promo du morceau, parce qu'il y a un très beau clip qui est fait avec une danseuse qui s'appelle Alex et réalisé par Edouard, justement, qu'on a tourné à Pau. Un très très beau clip où la danseuse, évidemment, danse extrêmement bien dans les rues de Pau. Un clip vraiment, je trouve, qui respire la liberté, la légèreté. C'est vraiment ce que j'avais envie de véhiculer. Mais pour la promo du morceau sur les réseaux sociaux, je me suis dit que j'allais aller à la rencontre d'inconnus dans la rue et leur proposer, les mettre au défi d'écouter le morceau et de se lâcher en plein milieu de la rue et de danser devant tout le monde, en fait, devant tous les passants. Comme si personne ne regardait. Comme si personne ne regardait, exactement. Donc on s'est pris énormément de vent avec le pote qui est mon manager, avec qui on allait tourner ça. Je pense qu'on a dû aborder une 50aine de personnes pour avoir 5 personnes qui dansaient à la fin. Mais en tout cas, c'était vraiment marrant quand même. C'était une expérience, je pense, sociale super drôle et super originale à vivre. Et donc, j'ai fini par trouver 5 personnes dans les rues de Bordeaux qui ont joué le jeu, qui ont dansé. Et en fait, quand j'ai posté ces vidéos-là sur les réseaux, ça a super bien marché, puisqu'il y a plein de personnes qui ont adoré le concept. Et j'avoue que même moi, ça c'est le genre de concept dont je suis super friand quand je suis en train de scroller sur les réseaux. Plein de personnes m'ont dit « Oh, j'aurais adoré te croiser, des potes à moi, des personnes qui me suivent, mais dans d'autres villes de France. J'aurais adoré te croiser dans la rue et pouvoir faire ça, ou même des gens à Bordeaux. » Du coup, j'ai proposé aux personnes sur les réseaux, donc là cette fois-ci plus en vrai, en physique dans la rue, mais sur les réseaux sociaux, de se filmer sur le morceau qui était déjà sorti, de m'envoyer leurs vidéos en train de danser. Et avec tout ça, je crois que j'ai eu une 40aine de personnes qui se sont filmées en train de danser et qui m'ont envoyé des vidéos, dont certaines super originales. Il y en a qui dansaient dans un désert sur des chameaux, un autre qui dansait devant l'opéra de Sydney. Donc ouais, c'était trop beau quoi de voir toutes ces personnes en groupe, solo, en train de danser dans le monde entier. C'est une des belles réussites
de mes sorties de cette année, d'avoir pu faire ça avec les gens qui me suivent un peu partout en France et ailleurs. Parlons conseil de lavage avec avec T-shirt rouge, donc un morceau, alors c'est peut-être le morceau d'amour dont tu parles ou, Exactement, c'est la chanson d'amour de l'EP. Avec une touche d'humour aussi. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce titre T-shirt rouge? Alors oui, pour mes conseils de lavage, donc toujours bien retourner les t-shirts et laver à 40 degrés maximum. Et sinon, sur le morceau T-shirt rouge, ça c'est le morceau peut-être un des morceaux en tout cas les plus personnels, où il y a le moins de détours pris pour dire les choses que je ressentais, puisque c'est un morceau, une chanson d'amour positive. Moi j'aime bien les chansons d'amour positives, pas les chansons d'amour qui racontent des ruptures, des drames, que j'ai écrites pour une personne que j'aime beaucoup évidemment, on s'en doute en écoutant le morceau. Et ouais, j'ai utilisé cette métaphore parce que moi, elle me parlait beaucoup, le fait que parfois dans la vie, on rencontre une personne qui déteint sur nous, qui déteint beaucoup sur nous, et quand c'est des choses positives qui déteignent sur nous, en fait ça nous transforme et ça nous permet d'avancer, de grandir. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, donc j'avais envie d'en faire une chanson, et effectivement il y a cette métaphore du t-shirt rouge qui déteint qui m'est venue, et je trouvais ça assez drôle de faire une chanson d'amour très sérieuse, poétique, romantique, mais avec la métaphore de la machine à laver, puisque finalement c'est un peu l'amour de la vie de tous les jours que j'avais envie de mettre en valeur. Enfin, sur les morceaux que j'ai retenu un petit peu pour cette petite analyse, le très footballistique 3-0, ouais. Où cela parle schéma de jeu, de collectif, de faire trembler les filets. Alors moi je suis fan de foot, donc j'apprécie forcément. J'en déduis que tu es fan de foot aussi? J'aime beaucoup le foot, ouais, mais beaucoup les sports en général, mais le foot, ouais, c'est ce que je suis depuis que je suis petit. Comment définir ce morceau alors? Ce morceau, en fait, c'est un appel à la lutte, et c'est avant tout c'est un morceau de foot quand on l'entend là, pour la première fois. Il s'appelle 3-0, mais c'est avant tout un morceau politique, je pense un des morceaux les plus politiques de l'EP, puisqu'en fait j'ai fait le constat qu'on est tellement nombreux à vouloir changer les choses, à vouloir lutter contre des inégalités, contre de plus en plus un fossé qui se creuse entre les personnes dans notre pays mais dans le monde entier qui ont les richesses, le pouvoir, et les personnes qui ont de moins en moins de choses et qui galèrent de plus en plus pour vivre. Et en fait cet énorme écart d'une grande masse qui a peu de pouvoir et moins de moyens, et d'une petite élite qui concentre tous les pouvoirs et toutes les richesses, ça m'a fait penser au club de foot et à ce qui se passe par exemple en Coupe de France. On a parfois des petits poussets, donc des clubs où dans l'équipe il y a des boulangers, des gens qui travaillent en comptabilité, en assurance, bref, des amateurs qui jouent face au PSG, et des personnes qui touchent plusieurs millions de salaires par mois. Du coup, cette métaphore-là, je me suis dit qu'elle marchait super bien, et plus je l'ai creusée en discutant. Au début, c'était juste pour rigoler avec des amis, et plus je l'ai creusé, plus je me suis dit, mais il y a tout qui est pareil en fait, parce que après il y a le fait de potentiellement corrompre les arbitres, de ne plus avoir d'intérêt pour le sportif, mais plutôt pour la rentabilité de son club, etc. Et en fait, je trouve que tout ça, la métaphore, elle marche super bien. Du coup, je me suis dit, let's go, faisons un morceau là-dessus, où je fais mine de parler de foot, mais qui en vrai parle de lutte sociale, de révolte, et de se serrer les coudes pour faire tomber les plus puissants et faire valoir nos valeurs à travers le collectif et l'envie de gagner. Particulièrement pertinent en ce moment. Ouais, en ce moment c'est très très d'actualité malheureusement. Par contre, c'est un titre qui a donné naissance à un genre de vrai faux club de foot, à savoir le Many Jab Football Club, avec sa carte Panini et un maillot officiel. Exactement. Un esprit très argentin. Donc, j'avoue, je regrette de ne pas avoir commandé quand c'était disponible. Je ne sais pas s'il y aura une réédition. Je réfléchis en ce moment à faire une réédition pour la sortie de l'EP, parce que tu n'es pas le seul à m'avoir dit avec le recul, je pense que j'aurais bien aimé en avoir un. Donc, je pense que je vais en refaire quelques-uns au moment de la sortie de l'EP. Je note. Parmi les autres pistes de l'EP, quels sont les titres qui s'annoncent comme les nouveaux morceaux phares à tes yeux? Alors, c'est toujours dur à dire quel titre va le plus plaire, va le plus être écouté. Évidemment, moi j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que le morceau Pas la fin du monde, qui est le titre éponyme, puisque l'EP s'appelle Pas la fin du monde, c'est le morceau qui va être le plus mis en avant. Et je pense qu'il va être le plus universel, qui va plaire à un maximum de monde, parce que c'est un morceau très rassembleur, une sorte d'hymne. C'est un peu l'hymne de l'EP qui appelle vraiment
à s'unir, à voir vers l'avenir, à espérer, à aspirer à de belles choses quoi, pour le futur. Donc voilà, je pense que ce morceau-là, il a vraiment cette aspiration très fédératrice quoi, et cette envie de fédérer les foules autour de plein de thématiques qui sont la solidarité, l'environnement, l'amour. Donc voilà, je pense que ça va être le titre phare de l'EP. Mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup et qui, j'espère, plairont au public. Alors, il a fallu 1 an pour écrire et mettre en boîte ces morceaux. Comment se découpe ce processus-là sur une période de 12 mois ? Ça a été vraiment par vague que j'ai construit cette EP, puisque au démarrage, en réalité, ça a pris un peu plus d'1 an. Au démarrage, j'avais quelques morceaux de côté et à l'époque, je travaillais avec un label avec qui ça s'est arrêté il y a un peu plus d'1 an parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur ce qu'on avait envie de faire ensemble. En fait, ça collait pas exactement à mes attentes. Donc, il y a 1 an, j'avais déjà quelques morceaux de côté et c'est là que j'ai commencé à travailler en indé, à 100% en indé. Et donc il a fallu faire le tri dans les morceaux que j'avais de côté, les maquettes, les bouts de morceaux et voir ce qui s'en dégageait. Et c'est là que la thématique de espérer un monde meilleur pour demain et donc de l'EP Pas la fin du monde est apparue. Et à partir de là, je me suis dit quel morceau j'aimerais faire, sur quoi j'aimerais écrire, parce qu'il y a des fois où je parle d'amour, des fois où je parle de lutte sociale, des fois où je parle du capitalisme et de l'aspect ultra mercantile du monde actuel. Donc je me suis dit quelles chansons j'ai envie d'écrire, comment elles vont s'accorder au sein d'un même EP. Et voilà, c'est ça le cheminement. Petit à petit, j'ai commencé à réécrire des nouveaux morceaux. On est parti en résidence avec mon pianiste qui est aussi le compositeur de la moitié à peu près des morceaux de l'EP. Et voilà, petit à petit, de manière progressive, les morceaux ont commencé à tous émerger, certains à se finaliser, j'ai commencé à les enregistrer, à en terminer d'autres. Et donc de manière assez régulière, j'ai avancé sur l'EP que j'ai terminé, je pense, d'enregistrer en août dernier. Ici, chez toi ou Oui, j'ai enregistré l'EP chez moi. C'est la première fois que je fais ça, mais j'avais le sentiment pour cette EP-là que j'avais assez d'expérience en studio pour savoir comment enregistrer, comment faire des bonnes prises de voix pour ensuite pouvoir l'envoyer à un studio pour le mixage et le mastering. Et je suis très content d'avoir fait ce choix-là, puisque bon, ça m'a demandé évidemment d'investir dans du matériel, mais que j'imagine avoir à peu près rentabilisé avec les heures d'enregistrement que je n'ai pas eu à payer. Et le grand avantage, c'était que sur l'interprétation, je pouvais vraiment faire plusieurs essais et me laisser aussi la possibilité, si un jour j'avais prévu d'enregistrer, que c'était pas la bonne journée, que ma voix ou mon état d'esprit, mon énergie me satisfaisait pas, me laisser la possibilité de réenregistrer le lendemain ou un autre jour. Et en fait, ce confort, cette flexibilité, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de mettre plus de personnalité et plus de sensibilité dans la manière dont j'ai enregistré, donc dans ma voix. Alors, j'ai vu dans un récent reel, au réel, je pense qu'on dit à la française. Ouais, je sais jamais. Que tu étais parti dans la vie pour devenir ingénieur. Mais on sent que tu n'étais pas forcément fait pour une vie entourée de photocopieuses, en prison dans un open space, comme tu dis. Et oui, c'est vrai que c'est ça que je dis dans Lundi Matin. Bon, dans Lundi Matin, je force un peu le trait, mais c'est vrai qu'à la base, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai même travaillé comme ingénieur avant de me consacrer à la musique. Donc, j'ai fait Polytechnique comme école d'ingénieur et donc je suis parti en entreprise. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivé à Bordeaux pour mon premier travail d'ingénieur. Et donc, j'ai travaillé dans les énergies renouvelables. C'était un métier que je trouvais quand même super intéressant. En tout cas, la thématique sur laquelle je travaillais était intéressante, mais j'ai eu comme une petite désillusion puisque moi, à la base, j'étais vraiment fan de sciences. J'ai fait ces études-là parce que j'étais passionné de physique, de maths, etc. Mais en arrivant dans le monde de l'ingénieur, on se rend compte qu'on fait beaucoup plus de planification et de réunion que de sciences pures, en tout cas pour mon cas. Et puis à côté, j'avais toujours cette activité en amateur de chanteur que je faisais avec des amis à l'époque, avec ceux avec qui j'ai commencé la musique. Et plus ça allait, plus il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « j'en veux plus côté musique, j'ai envie de faire plus de concerts, plus de festivals, sortir des morceaux, voilà, faire les choses mieux et en plus grand ». Et donc quand j'ai fait ce constat-là et que je pouvais pas lier les deux parce que les deux allaient me prendre beaucoup de temps, j'ai fait le choix du cœur et donc j'ai arrêté d'être ingénieur et je me suis consacré à 100% à la musique. Et maintenant, j'arrive à en vivre. Alors pas aussi bien que quand j'étais ingénieur, mais c'est devenu mon métier à plein temps. Tu évoquais au passage Lundi Matin.
Ouais. Alors, je sais que ce n'est plus ton actualité, mais je voulais quand même évoquer ce clip qui était réalisé en caméra cachée dans le quartier de la Défense à Paris. Exactement. Alors, je sais qu'il y a un super making-of où tu expliques tout sur YouTube que j'invite à aller voir, mais est-ce que tu peux nous donner un petit teaser par rapport aux coulisses de ce clip? Les coulisses de ce clip, donc effectivement, le morceau Lundi Matin, c'était le premier morceau de mon dernier EP, Merci pour les roses. Et c'était vraiment le point de départ de l'EP, donc le gars qui est au bureau, qui pète un câble, qui est en burn-out et qui envoie tout valser. Et donc, je me suis dit, quoi de mieux pour faire un clip que d'aller jouer à la Défense, donc vraiment l'emblème du travail dans les bureaux des CSP+, d'aller jouer le gars qui pète un câble en caméra cachée là-bas. Donc les coulisses, c'était très simple. On est allé le matin à 8h du matin sur l'esplanade de la Défense. À partir de 8h30, 9h, ça commençait à être blindé de personnes qui allaient au travail. Et donc, on avait repéré 2-3 spots avec le caméraman Youn qui avait un gros zoom. Donc, en fait, il pouvait se mettre loin et personne voyait qu'il y avait une caméra qui filmait. Et j'ai commencé, en gros, à juste une oreillette pour avoir la musique dans l'oreille et à crier le son avec un acting plus pour faire ce gars-là qui pétait un câble. Et par contre, ce qui était vraiment le plus dur, c'est qu'ensuite on l'a refait dans la ligne 1 du métro et autant à la Défense on croise les gens et ça dure 10 secondes puis les gens enfilent et tracent leur chemin, autant dans le métro quand on passe 4-5 stations, enfin 4-5 arrêts avec eux en jouant le gars qui pète un câble, c'est très très long et bien plus dur à jouer. On sent la souffrance, on voit les images. Il y a eu de la souffrance, il y a eu beaucoup de souffrance, mais en 4 heures, je pense que c'est un de mes meilleurs clips et qui était plié, quoi. Ça a pris même pas 4 heures de tournage. Le rendu est fabuleux. Merci. J'ai eu la chance de te voir en live à 2 reprises pour l'instant. Il y aura peut-être une troisième fois d'ici quelques semaines avec une release party qui sera passée quand le podcast va sortir. Mais qui aura été exceptionnel. Je n'en doute pas. Comment définir ta philosophie sur scène et qui sont les musiciens qui t'accompagnent? Alors les musiciens qui m'accompagnent, et là-dessus, je sais que j'ai énormément de chance. Ce sont 2 potes à moi. Et en fait, avant que je lance mon projet Many Jab, on était déjà amis. Et donc, ça fait vraiment toute la différence puisque, bon, non seulement ils sont super bons, donc il y a Baptiste à la guitare et Anto au piano. Et donc, on est tous les 3 ingénieurs, en fait, de formation. Donc, on s'est rencontrés en école d'ingé, via des potes d'école d'ingé, bref. Donc, on s'est rencontrés au moment de nos études. Et au moment où j'ai lancé mon projet et que je suis venu habiter à Bordeaux, vu que eux sont bordelais de base. Moi, à la base, je suis nantais, mais je suis venu pour le travail à Bordeaux. Quand je suis arrivé à Bordeaux et que j'ai commencé à faire ce projet Many Jab, je leur ai dit est-ce que vous avez envie qu'on essaie de faire de la musique ensemble? À la base, c'était chez les uns, chez les autres. Ça n'avait pas de vocation à se passer sur scène. Et puis, quand j'ai eu des premières opportunités de concert, de tremplin, etc., j'avais pas envie de faire la formule très classique de rappeur plus DJ qui met play sur une instru et voilà, et le rappeur qui chante sur une bande son. Et donc j'avais envie d'avoir cet aspect très live music sur scène. Du coup, on a commencé à mettre en musique et en scène certains de mes morceaux, à les réadapter pour le live. Et en fait, depuis la formule à 3 sur scène, elle a toujours duré et c'est absolument génial de jouer avec eux. Et sinon, sur scène, je dirais que moi, ma philosophie, c'est vraiment de pas calculer grand-chose, donc la sincérité plus, et d'essayer d'emmener le public à travers toutes les émotions que je véhicule à travers les différents morceaux. Donc, il y a des moments, j'ai envie qu'on saute partout et qu'on mette le gros bordel dans la salle. D'autres moments, j'ai envie de raconter des histoires ou de parler d'amour, donc plutôt d'aller tirer les larmes des spectateurs. Et voilà, quoi. Moi, c'est juste un échange et en fait c'est pour ça que quand je fais des concerts j'ai envie que tout le monde participe et en général quand ça se passe bien on vit tous la même chose que ce soit sur scène ou dans le public et c'est ça que j'aime beaucoup. Comment t'inscris-tu dans l'écosystème bordelais? Quelles sont les instances et les salles qui te suivent et te soutiennent? Alors j'ai la chance à Bordeaux. Je trouve que c'est quand même une super ville, en tout cas pour les artistes émergents. Après, jusqu'où ça peut nous mener, je sais pas encore, parce que je suis loin d'être un artiste reconnu partout au niveau national. Mais on a la chance quand même d'avoir plusieurs SMAC déjà, donc des salles de concert qui ont pour vocation d'accompagner la scène locale. Moi, il y en a une qui m'a accompagné pendant 2 ans, qui est la Rock School Barbet. J'ai aussi été accompagné à 2 reprises par le département, via l'IDAC, qui est l'agence culturelle du département de la Gironde, et via le département directement, donc à travers les petites scènes de l'IDAC, puis les scènes d'été en Gironde pour le département. Donc tout ça, ça a fait que j'ai pu
beaucoup travailler mon live et aussi jouer à plein d'endroits dans le département, me créer un réseau, être, on va dire, reconnu, en tout cas au niveau de la scène musicale, que ce soit les artistes et programmateurs au niveau de la Gironde et du Sud-Ouest, et même un peu plus loin, que ce soit les Landes, les Pyrénées, etc. C'est des endroits où j'ai pu aller jouer grâce à tout l'écosystème bordelais. Pour ça, je trouve que c'est quand même une grande force qu'on a au niveau local. Maintenant, reste à réussir à sortir du Sud-Ouest et à me faire une place au niveau national. En parlant de la scène bordelaise, peut-on également revenir sur la vie de tous les jours, à savoir la collaboration avec Opaline, avec qui tu as d'ailleurs partagé la scène lors de la soirée La Traversée, novembre dernier, à Barbès, aux côtés d'Yadé également. Donc, peux-tu revenir un petit peu sur la vie de tous les jours ? C'est un single que j'avais en tête, en fait, que j'ai commencé à écrire quand j'étais en vacances. Je me rappelle, je crois que j'étais en camping en Espagne et j'avais envie de faire une chanson qui parlait de l'amour quotidien, puisque j'avais déjà écrit dans mon précédent EP un morceau qui s'appelle Éclat de rire, qui parle de rupture, qui parle d'un amour vraiment qui déchire, etc. Quelque chose qu'on voit beaucoup au cinéma, moi qui me parle beaucoup aussi. Mais là, j'avais envie de chanter, on va dire, les louanges de l'amour simple et surtout de l'amour sain, puisque c'est quelque chose qu'on valorise pas du tout assez par rapport à quel point c'est important. Du coup, j'ai commencé à écrire une ballade, quelque chose d'assez doux, et je me suis dit, sur une chanson comme ça, quitte à aller à fond dans le truc de chanter l'amour, autant faire un duo avec une voix féminine. Et du coup, à peu près à ce moment-là, j'ai découvert Opaline parce que je crois qu'elle était sélectionnée pour un tremplin auquel j'avais participé l'année précédente. Et du coup, j'ai entendu sa voix et j'ai adoré en fait la douceur de la voix d'Opaline et aussi ce qu'elle écrivait. Donc, je lui ai écrit sur Instagram, je crois. Et au début, donc moi, j'étais un inconnu qui débarquait dans ses DM et je lui ai dit, voilà, j'ai écrit une chanson d'amour, je suis un artiste de Bordeaux, on se connaît pas, est-ce que tu veux qu'on chante ensemble ? Au début, elle a tout fait pour poliment me dire non. Elle m'a dit, je sais pas, je suis très occupée en ce moment, blablabla, tout ça. Mais elle m'a quand même laissé la porte un tout petit peu entrouverte en me disant, si t'as des choses à m'envoyer, envoie-moi, j'écouterai. Du coup, je lui ai envoyé. Et là, tout de suite, elle a vachement accroché à la musicalité du morceau, aux propos. Et donc, on a commencé à écrire à deux, puis on s'est rencontrés pour de vrai ensuite. Et là, on a finalisé les paroles, enregistré. Et vraiment, c'est un de mes morceaux préférés que j'ai sorti jusqu'à aujourd'hui, quoi. J'adore ce morceau. Merci beaucoup. Il y a eu également un duo, il n'y a pas si longtemps, avec un autre artiste bordelais, Savi, publié en fin d'année 2025, où vous reprenez la sollicitude de Stromae. Alors, cette collab avec Savi, c'est quelque chose que j'ai déjà adoré faire parce que Savi, c'est un musicien super doué, je trouve, qui sait un peu tout faire quand même. Il sait tout faire, de la guitare, du piano, il chante super bien. Il fait des arrangements du feu de Dieu. Et j'avais déjà suivi ses vidéos qu'il faisait avec d'autres artistes bordelais. On s'était rencontrés en terrasse, je crois, l'été dernier. Il était sur la table à côté de moi, on a discuté. Il m'a dit, ce serait cool que pour la saison 3, des reprises, tu viennes en faire une. Donc je lui avais dit oui. Et quand il m'a proposé une liste de morceaux, il m'a dit que si je voulais, je pouvais en proposer d'autres, mais il m'a proposé une liste. Et là, j'ai vu qu'il y avait un morceau de Stromae dedans. Et moi, Stromae, c'est souvent l'artiste que je cite quand on me dit si tu dois choisir un artiste, puisque je trouve que c'est un peu, de mon point de vue, l'artiste ultime, au sens où il écrit des choses super intéressantes. Il y a un style musical où il a vraiment inventé des choses. Il y a aussi tout un univers qui dépasse la musique, qui est un univers visuel, dans le stylisme, dans les décors, dans les couleurs, dans la danse. Et donc voilà, pour toutes ces choses-là, c'est vraiment un artiste que j'adore. Et donc avoir cette opportunité de dévier, de prendre un chemin de traverse de mon projet Many Jab pour aller chanter du Stromae sur le canapé de sa vie, c'était un pur régal et j'ai adoré faire ça et on était tous les deux trop contents de la version que notre cover a donnée. À retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement. Et sans transition. Car aujourd'hui, un artiste doit être forcément très actif sur les réseaux sociaux, en mode content creation en permanence. Alors, c'est quelque chose que tu fais très bien. Est-ce que tu le fais avec plaisir ? Est-ce que ça te vient naturellement ? Alors c'est vrai que je publie pour les différents singles que j'ai sortis en 2025, j'ai publié pas mal de réels à chaque fois où j'essaie de trouver des concepts, des choses assez originales et c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup en fait, de trouver les bonnes idées, les bons contenus pour les différents morceaux et puis après d'aller filmer ça et de les monter et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire mais quand même, je vais pas dire que c'est ma partie préférée parce que ce serait mentir. Ce qui me coûte par contre, c'est toute la partie
publier sur les réseaux sociaux, faire les stories, etc. Et ça, je pense qu'on est beaucoup d'artistes en avoir marre de devoir faire de la quantité, en fait. Moi, ça m'amuse de faire le concept, d'aller le filmer, mais après le décliner en 8 réels différents, devoir poster des stories, relancer, sponsoriser pour que ce soit vu par les gens, etc. C'est quelque chose de lourd et franchement, si je pouvais m'en passer, ça ferait tellement de bien parce que ça nous emmerde les réseaux sociaux, les artistes indés. On a déjà assez à galérer à faire notre musique, à faire notre promo, à trouver des dates de concert, à répéter, à créer des lives, etc. En plus de devoir faire les community managers. Oh my god. Oui, à la fin, franchement, on n'en peut plus. On n'est pas community manager, on est artiste. Mais bon, si on y trouve un peu d'amusement, déjà, ça rend la tâche moins lourde, je vais dire. On est encore à peu près en début d'année. Alors, ce podcast, en effet, va sortir court en février. Mais pour te rappeler un peu les discours de ton monde d'ingénieur, quelles sont les grandes échéances à venir et quels sont les objectifs affichés pour 2026 ? Alors, mon rétro-planning 2026, vu que le pire, c'est que je fais vraiment ça. J'ai vraiment des rétro-plannings, mais bon, ça, c'est les années à être ingénieur qui ont déteint sur moi à tout jamais. Semaine 46. Exactement. En semaine 46, je serai à... Non, les grandes échéances à venir, c'est tout d'abord la sortie de mon EP, sur laquelle je travaille depuis un long moment. Là, je commence un peu à tirer la langue, alors que l'EP n'est pas sorti. Mais bon, je vais tenir bon pour faire la meilleure sortie possible. Un maximum de promo parce que je pense que cet EP, il y a quand même beaucoup de bonnes choses dedans et des messages très importants à faire passer. Donc, je vais faire le maximum pour que cet EP soit écouté, que les clips soient vus, voilà, que tout ce travail touche un maximum de personnes. Ensuite, il va y avoir toute une partie live, puisque le printemps après va vite arriver et j'ai pas mal de nouvelles dates que je vais bientôt annoncer sur mes réseaux. Et à côté de ça, j'ai très hâte d'avoir ce petit creux, on va dire, après la grosse sortie d'un projet, toute la communication, etc. Ce petit creux qui, je pense, arrivera au moment du printemps pour pouvoir me remettre à écrire et à réfléchir sur la musique. Voilà, pas être dans la création en flux tendu, on va dire, et sortir, faire de la promo, etc. Mais vraiment prendre le temps de me mettre un peu en retrait de tout ça et écrire des nouveaux morceaux. J'en ai déjà 3 ou 4, je pense, qui sont déjà bien avancés, que j'aime beaucoup, qui ne sont pas sur le prochain EP. Donc voilà, me poser pour les retravailler avec des compositeurs, avec du monde et faire mûrir la suite de Many Jab. Alors, les 3 questions que je pose à tous les invités du podcast. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? J'écoute beaucoup de musique de film, puisque c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup écouter, qui m'inspire, qui me pose et qui me permet de mieux réfléchir. Donc ce que j'écoute énormément en ce moment, c'est Joe Hisaishi, qui est le compositeur de la plupart ou voire de tous les films d'Hayao Miyazaki. Sinon, à côté de ça, j'écoute Stromae, j'écoute Juliette Armanet et parfois je reviens un peu à mes vieux classiques, soit de rap français, soit de rock anglais. Donc j'écoute du Sniper, comme j'écoute les Rolling Stones ou Pete Doherty. Un album incontournable auquel tu reviens toujours ? Alors, un album auquel je reviens toujours, y a celui des Rolling Stones que j'ai ramené là juste à côté de moi pour me souvenir du titre, puisqu'il est à côté de moi là juste en vinyle. Et c'est Let It Bleed. Et c'est en grande partie parce que dedans, il y a les morceaux Gimme Shelter et You Can't Always Get What You Want, qui sont 2 de mes titres préférés des Rolling Stones. Donc voilà, celui-là, je l'écoute très régulièrement. Du grand Stones. Ouais. Quel est le meilleur concert live auquel tu as assisté ? De préférence à Bordeaux, mais tout lieu est bon à prendre. Un des meilleurs concerts que j'ai vu à Bordeaux, je pense que c'est Deluxe, parce que à la base c'était pas vraiment un groupe que j'écoutais comme ça sur les plateformes, mais quand je les ai vus en concert, avec leur énergie, cette symbiose qu'il y a entre tous les membres du groupe et le fait que chaque personne joue extrêmement bien de la musique, il y a vraiment une énergie, c'est une grande fête, et moi c'est un peu l'idéal que je me fais des concerts, c'est que ça joue en live, qu'il y ait une connexion très forte avec le public et que ce soit la fête, quoi, que les gens s'amusent sur scène et dans le public. Et ça, je l'ai vraiment vu. Et c'était où ? Et c'était au Krakatoa ou au Rocher de Palmer, je sais plus. L'un ou l'autre, ouais. Je ferai une petite vérification puis je ferai l'édit après dans le. Je crois que c'était au Rocher, Et tu as quand même droit à une question bonus. Qui va remporter la Coupe du Monde FIFA 2026 ?
déjà, la CAN, j'espère au moment où on se parlera que ce sera le Maroc qui va la remporter. We shall see. Et sinon, moi pour la Coupe du Monde, à chaque fois, je suis pour la France en numéro 1 et en numéro 1 bis pour le Maroc, puisque c'est mon deuxième pays vu que mon père est marocain. Et donc, si la France ne gagne pas mais que c'est le Maroc, je suis très heureux quand même. On verra ça au mois de juillet. On verra ça en juillet, ouais. Merci Manijab. Merci beaucoup, Tim. Est-ce que c'est toi qui fais le compte rendu ou est-ce que c'est moi? Si tu veux, je t'envoie ça à Zap par mail. Et comme ça, on se fait un prochain meeting pour voir l'avancée du planning. We have a deal. À bientôt. À très vite. Un grand merci à Manijab pour son accueil dans son home studio bordelais. L'EP Pas la fin du monde est à consommer sans modération sur toutes les plateformes de streaming et est également disponible en vinyle s'il vous plaît, notamment via le site officiel manijab.com. Je conseille vivement les titres cinétiques 3-0 et T-shirt rouge qui sont déjà des incontournables, mais ne manquez pas le titre éponyme que Manijab affectionne tant et dont le magnifique clip est sorti en même temps que l'EP. Enfin, n'oubliez pas de remonter également un peu dans le temps pour découvrir ou redécouvrir les chansons La vie de tous les jours avec Opaline ou encore Lundi matin avec son clip d'anthologie tourné à La Défense. Et enfin, bis, 2 petites mises à jour depuis l'enregistrement du podcast. D'abord, c'est bien le Sénégal et non le Maroc qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, j'ai bien passé ma commande pour mon maillot collector du FC Manijab. Quant au podcast Invisible Bordeaux Music, dont l'univers complet est à découvrir à l'adresse invisiblebordeauxmusic.blogspot.com, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes ou pour revenir sur les précédents. Sachez également qu'il existe une playlist Spotify qui compile les artistes ayant participé au podcast, dont désormais Manijab. Enfin, Invisible Bordeaux, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde. Vous y trouverez des centaines de dossiers à parcourir en ligne en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux Invisible. Bonne découverte et bye for now!